il y a souvent la peur que ça ne marche pas, le ça représentant à la fois ce qu'on peut faire en séance, les phénomènes hypnotiques, et puis concrètement le rendu de la séance. J'ai fait ma séance, est-ce que vraiment ce que j'ai fait là, ça va marcher? Et puis surtout, je crois que le gros problème en fait, c'est qu'il y a zéro stratégie d'accompagnement. Tu es professionnel de l'accompagnement et tu sais combien permettre aux enfants dès leur plus jeune âge de mieux se connaître, c'est leur donner des outils qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Parce que clairement, si toi, tu avais eu ces outils-là avant, il y a tellement de fois où tu aurais gagné du temps et de l'énergie dans ta vie. Alors tu es praticien en hypnose, sophrologue, thérapeute, travailleur social en libéral, bref, un professionnel de l'accompagnement qui a choisi d'accompagner les plus petits, les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public. Tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus, et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non ? Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. J'entends régulièrement des praticiens me dire « Je ne sais plus trop quoi faire au bout de 2 ou 3 séances ». Alors je crois que ce « quoi faire », c'est là en fait tout le problème. Parce qu'on va chercher à faire plutôt qu'à être, plutôt qu'à créer du lien pour accompagner. Pourquoi ? Parce que très souvent, le praticien va être dans une quête de résultats. Même si c'est pas forcément conscient, mais il y a quand même cette idée que j'espère que ce que je vais faire va fonctionner. J'espère que il va y avoir des effets qui vont pouvoir être visibles, à la fois pour me rassurer, moi, en tant que praticien, et puis pour rassurer aussi celui ou celle que j'accompagne. Quand on utilise l'hypnose, c'est aussi très lié à ce côté magique, à ce côté baguette magique qu'on utilise avec l'hypnose. C'est un peu spécifique pour l'hypnose en particulier, ça l'est moins pour d'autres outils, mais souvent cette idée de qu'est-ce que je dois faire revient de manière encore plus forte quand on utilise l'hypnose. Il y a souvent la peur que ça ne marche pas, le ça représentant à la fois ce qu'on peut faire en séance, les phénomènes hypnotiques, et puis concrètement le rendu de la séance. J'ai fait ma séance, est-ce que vraiment ce que j'ai fait là, ça va marcher? Et puis surtout, je crois que le gros problème en fait, c'est qu'il y a zéro stratégie d'accompagnement, parce que on est davantage focus sur l'outil et on ne prend pas de recul sur l'accompagnement au sens large. Et par rapport à ça, j'aimerais revenir sur ce que c'est que l'accompagnement. Sa racine latine, ça vient de ad, qui veut dire le mouvement, et de cum panis, qui veut dire avec le pain. En gros, c'est celui qui mange le pain avec. Il y a cette notion d'être avec quelqu'un et de partager le pain avec lui. Au départ, l'accompagnement, c'est une notion qui est arrivée dans le champ des soins palliatifs. On accompagnait les gens vers la fin de vie, et puis petit à petit, c'est arrivé dans le travail social, notamment au milieu des années 80. Et c'est vraiment cette idée de faire un bout de chemin avec et d'être à côté de. Et dans la notion d'accompagnement, il y a vraiment cette notion de proximité, de présence. On est
côte à côte, on est avec l'autre et on soutient l'autre. On n'est pas là pour faire à sa place. Il y a une notion de participation active de la personne. Rappelons-nous, celui qui mange le pain avec, je veux dire, on va pas manger le pain de l'autre à sa place pour lui montrer comment on fait. On va lui expliquer, on va être avec lui, on va partager ça. Donc il y a vraiment une notion de participation active de la personne. On l'accompagne sur son chemin, celui qu'il s'est tracé. Et pour ça, il faut l'avoir pensé avec lui avant, avoir pris de l'info et savoir où il veut aller. Je dis souvent que la première séance, ça pourrait être une séance entièrement consacrée, surtout avec les enfants et les ados, à la création d'un lien de qualité. Parce que concrètement, ça va permettre de créer de la confiance, de créer de l'alliance, et puis parce que ça me paraît absolument fondamental pour savoir où on va. Comment il est cet enfant, quel rapport il a avec le problème qui est amené avec son parent, est-ce qu'il est OK avec ça, qu'est-ce qui se passe pour lui, dans quel contexte ça se passe, qu'est-ce qu'il a envie de changer par rapport à ça, est-ce qu'il y a un risque dans son quotidien, s'il y a des choses qui changent par rapport à ce problème, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, quelle personnalité il a. Il y a toutes ces infos qui sont importantes à prendre, et quand on veut accompagner l'autre sur son chemin, c'est important de savoir comment cet enfant, cet ado que vous recevez, visualise son chemin en fait. Où est-ce qu'il a envie d'aller, qu'est-ce qu'il veut faire, et finalement pourquoi il va s'engager avec vous finalement. Il y a aucune raison de le faire, si ce n'est que le parent l'a amené là en rendez-vous. Alors bien sûr, il y a des enfants qui ont très envie de changer, mais ça nécessite quand même de prendre le temps de créer ce lien de confiance, et qui est pour moi essentiel dans une dimension d'accompagnement. Dans l'accompagnement, il y a aussi une idée de mouvement, parce qu'on avance, on va pas faire du surplace. Et donc ça, pour moi, ça représente les différentes étapes de chacune des séances. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui se passent sur une première séance, et puis on laisse décanter. On voit ce qui se passe à la suite de la première séance, et puis on revoit sur une deuxième séance, et puis on repart de là où l'enfant en est, qu'est-ce qui s'est passé dans ton quotidien, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que tu as observé, ok, maintenant on en est là, où est-ce que tu veux aller? Et on peut repartir comme ça à chaque séance, et on avance, et on va avoir des objectifs pour la séance, mais qui vont être englobés dans un truc plus large. Imaginez vraiment des étapes en fait sur un chemin, c'est-à-dire que c'est comme si on se disait, tiens, moi mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller dans tel village, et pour pouvoir aller dans tel village qui est à 30 km, je vais peut-être pas faire les 30 km d'un coup, parce que ça fait beaucoup, parce que je suis pas préparée, parce que pour plein de raisons. Et donc, la première étape qu'on va se donner pour pouvoir arriver dans ce village-là, ça va être d'aller au début de la forêt. Et puis, pour pouvoir aller au début de la forêt, comment on va se chausser, comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va prendre dans son sac à dos, comment est la météo, comment on s'organise, de quoi on pense avoir besoin en chemin. Et puis on avance et on va accompagner l'enfant sur ce chemin-là au fur et à mesure de ce qu'il vit, au fur et à mesure de ce qu'il ressent. On va pouvoir lui permettre aussi, lui proposer de regarder autour de lui, peut-être d'une manière dont il n'avait jamais pensé à regarder avant. Et puis, peut-être qu'il va aller un peu plus vite que nous, peut-être que à certains moments, il sera derrière nous, et donc, ce sera important de l'attendre, de voir ce dont il a besoin pour être motivé, etc. Mais c'est une première étape. Et puis, on va arriver à l'orée de la forêt, et on va poser ce qui se passe. On va peut-être prendre le temps aussi de réfléchir au chemin qu'on vient de parcourir, à ce que ça a permis, à ce qui a été compliqué, à ce qui reste à faire, et est-ce qu'il y a des choses à réajuster. On peut s'apercevoir quand on arrive à l'orée de la forêt, finalement qu'on a pris des chaussures qui étaient complètement inadaptées, et il va falloir réajuster. Un accompagnement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va définir ensemble à quel endroit on veut aller, et on va prévoir des étapes, et puis on va s'autoriser surtout à pouvoir réajuster. Et donc tout ça, ça demande, il y a vraiment dans la dimension de l'accompagnement une notion d'individualisation, parce que chaque enfant est différent, chaque situation est unique. Il y a une idée de passage, de temps limité, parce qu'on ne va pas accompagner toute la vie, on est là à un moment donné dans la vie de cet enfant pour l'accompagner à avancer sur ce chemin, parce que c'est un peu compliqué pour lui d'y aller seul.
Et donc, il y a vraiment cette notion de moment partagé, mais de séparation. Une fois qu'on a évalué le chemin parcouru, une fois qu'on est arrivé là où on souhaitait aller, il y a vraiment cette idée de, écoute, je te laisse continuer seul à un moment donné. Alors que quand on est focalisé sur l'outil, que vous travaillez avec la PNL, la kinésio, l'EFT, l'hypnose, peu importe les outils que vous utilisez, quand on est focalisé sur l'outil, bien sûr qu'on n'a pas assez de recul. Si je reprends la métaphore de tout à l'heure, c'est comme si vous étiez focalisé sur les chaussures. À un moment donné, les chaussures, elles s'inscrivent dans quelque chose de beaucoup plus large. Si vous vous dites, tiens, moi j'ai appris que quand on était en chaussures en chaussures de rando, on était particulièrement à l'aise, et puis on va se focaliser sur ces chaussures-là, et puis peut-être qu'on va s'apercevoir que finalement le terrain qu'on emprunte est absolument pas adapté à ce type de chaussures-là. Et donc, et au-delà de la question des chaussures, c'est important de prendre du recul et de se dire, OK, où est-ce que je suis, dans quel environnement je suis. Et quand on se focalise, encore une fois, trop sur l'outil, on n'est que dans le faire. Et c'est ce qui fait que, régulièrement, il y a cette question qui vient mais au bout de 2 ou 3 séances, je ne sais plus quoi faire. Alors que quand on questionne régulièrement où on va, comment on y va, eh bien les outils auxquels on est formé ou tous les outils auxquels on a accès en cabinet, que ce soit le dessin, les cartes, les bouchons, les personnages, les Lego, peu importe, tous les outils qu'on peut utiliser, le matériel dans le cabinet, mais aussi tous ceux auxquels on est formé, mais ils vont venir au service de ce chemin-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura juste à se dire, ok, alors attends, toi tu veux aller là, quel outil j'ai dans ma mallette finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser, que ce soit le jeu Dixit par exemple, ou que ce soit un phénomène hypnotique, parce que à ce moment-là, ça vous paraît hyper opportun de proposer ça. Donc les outils ne sont pas une fin en soi, ça devrait pour moi vraiment être quelque chose qui vient au service d'un accompagnement beaucoup plus large. Alors bien sûr, les parents viennent nous voir pour un outil, mais encore une fois, c'est souvent la porte d'entrée, mais ce qu'ils souhaitent quand même pour leur enfant, c'est qu'il y ait quelque chose qui bouge, et ce quelque chose-là, c'est à vous de l'évaluer avec l'enfant et de voir quel chemin vous allez prendre pour pouvoir, pour que ce truc-là change. Parce que à vouloir mettre trop en avant les outils avec lesquels on travaille, finalement, on en oublie ce pourquoi on est là, ce pourquoi on nous paye quand même, accompagner un enfant ou un ado, voire ses parents, à dépasser le truc qui l'embête. Et personne ne vous demande de tout faire tout seul. Parce que si vous faites tout seul, on prive l'autre finalement de sa capacité à pouvoir avancer, on le prive de pouvoir sentir qu'il est capable, et on le prive de cette notion fondamentale qui est celle de la responsabilité. Si je fais tout pour l'autre parce que ça flatte mon ego, parce que je me dis « Oh, le pauvre, il est tout petit, il a l'air si fragile, il est plein d'émotions, c'est compliqué, ça me fait de la peine, ça me touche quand même, je vais faire pour lui, je vais avancer. » C'est comme si finalement vous mettiez cet enfant-là sur votre dos pour arriver au village où vous êtes censé arriver. Mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui va faire que le chemin va être beau et qu'il va développer des ressources, c'est tout ce qu'il va traverser. Et ce qu'il va traverser justement de compliqué. Et nous, notre job, c'est d'être là, à côté, derrière, autour, mais d'être là et de l'accompagner à sentir qu'il a la capacité de le faire. Et ça demande de pouvoir se mettre en retrait, ça demande parfois de prendre sur soi, parce que c'est sûr que ce serait beaucoup plus simple de le prendre sur son dos et d'avancer avec lui. Mais bon sang, on le prive vraiment de cette transformation qu'il peut venir chercher dans ce type d'accompagnement. Un truc que je vous invite à faire, si vous êtes en plein questionnement sur qu'est-ce que je peux faire là sur ma première séance, vous pouvez vous amuser à visualiser l'accompagnement que vous êtes en train de faire avec tel enfant, tel ado en ce moment, ou tel adulte, ça marche aussi. Et puis de visualiser cet accompagnement comme un chemin. Et puis de vous demander spontanément
Où est-ce que vous vous situez sur ce chemin? Et où est-ce que se situe l'autre sur ce chemin? À quel endroit est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est devant? Est-ce qu'il est derrière? Est-ce qu'il est à côté? Est-ce qu'il n'est pas là du tout? Est-ce qu'il regarde devant? Est-ce qu'il regarde au-dessus? Est-ce qu'il vous regarde? Est-ce qu'il attend un signe de votre part pour pouvoir avancer? Comment vous avez envie de l'accompagner? Et tout ça, finalement, cet exercice-là, ça va vous donner des informations très précieuses sur la manière dont vous drivez cet accompagnement, sur la manière dont vous avez le lead dans cet accompagnement et sur la place que vous laissez à l'autre, parce que la place qu'on laisse à l'autre dans cette dimension d'accompagnement, elle est fondamentale, parce que le but quand même, c'est de pouvoir à un moment donné s'effacer complètement, et puis d'avoir été là, bien sûr, pour permettre à l'autre d'aller se connecter à cette confiance en lui, à ses ressources, à cette force intérieure qu'il soupçonnait peut-être pas. Ça, c'est notre job. Et puis à un moment donné, on s'efface et puis on le laisse avancer seul. Et c'est ça qui est génial dans l'accompagnement, c'est de se dire waouh, je vois d'où je suis partie, cet enfant qui semblait ne pas avoir confiance en lui, qui était là tout recroquevillé, etc. Et puis au fur et à mesure des séances, qui s'est autorisé à tester des choses à la maison, à l'école, et puis qui revient et qui est hyper fier de lui. Ouais, tu sais pas ce que j'ai réussi à faire, tu sais pas ce que j'ai réussi à dire la dernière fois. Mais ça, c'est extraordinaire. Et on est là pour ça, pour leur permettre justement de réaliser qu'ils ont ces ressources-là. Et ces ressources-là. Et si on le fait à leur place, ça les prive de ce bonheur de sentir combien ils sont capables de pouvoir se dépasser. Donc voilà, la prochaine fois que vous démarrez un accompagnement, demandez-vous ce que ça veut dire pour vous. Posez les grands principes qui vous semblent fondamentaux dans la dimension d'accompagnement, et puis vous pouvez tout à fait les partager avec l'enfant que vous allez recevoir, pour que vous puissiez avancer ensemble et que vous, en tant que praticien, vous soyez là davantage comme une ressource qui va lui permettre d'aller là où il a envie d'aller et pas comme quelqu'un qui va le prendre sur son dos pour l'amener là où il a envie d'aller. Ça n'a, selon moi, absolument aucun intérêt. Et parfois, vous serez comme la lumière du phare dans la nuit parce que il sera complètement perdu, mais parfois vous vous contenterez de le laisser partir devant, de le guider uniquement à la voix, et encore, parfois même un simple regard confiant va suffire à ce que l'enfant puisse avancer tout seul, parce que concrètement la confiance que vous aurez dans sa capacité à avancer seul, ça va lui permettre lui aussi d'y croire, parce que parfois de commencer vous à croire qu'il est tout à fait capable d'avancer, c'est juste ce dont l'enfant a besoin de voir dans votre regard pour pouvoir s'autoriser à y aller. On n'est pas là pour soi, on n'est pas là pour les résultats, on n'est pas là pour le bouche à oreille. Tout ça, c'est de l'ego. Alors bien sûr que c'est un chemin et que régulièrement, on peut retomber dans ce piège de l'ego, mais c'est vraiment en accompagnant l'autre à trouver son chemin, encore une fois, sans le faire à sa place, sans lui prendre sur son dos, que vos accompagnements prendront une autre dimension. Et croyez-moi, quand vous ferez ça, vous ne vous poserez plus jamais la question de ce que vous devez faire après la 3e séance. Tu as aimé ce contenu? A priori, oui, puisque tu es encore là et vraiment, je te remercie infiniment. Mais si tu as envie vraiment de m'aider à diffuser Thérapeute Kids et tous les contenus qui sont dans ce podcast, je t'invite à me laisser dès maintenant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas à rajouter un commentaire si tu le souhaites. Je les lis tous et vraiment, c'est ce qui met du baume au cœur et qui invite à continuer de diffuser gratuitement tout ce que je te partage dans ce podcast et dans les autres contenus que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux, si tu penses que ça peut être utile pour un collègue et que tu souhaites le partager, n'hésite pas à me taguer @isabelleablin ou kiddy.mine sur Instagram. Je te dis à très vite.